Bonjour, merci à toutes d'être venues pour cette table ronde autour de votre santé, la santé des femmes. Et moi, je suis ravie de vous accueillir toutes les quatre. Je pense qu'on a beaucoup de chance de vous avoir avec nous aujourd'hui. Donc, la santé des femmes et les défis que nous devons toutes surmonter avec les vies multiples que nous menons au quotidien. Alors, nous avons autour de cette table ronde 4 femmes qui s'engagent pour la cause des femmes, convaincus qu'une réelle prise de conscience est nécessaire, celle que nous devons prendre soin de nous et de notre santé avant celle des autres, et oui, car nous avons toutes tendance à nous oublier et à nous occuper d'abord de nos proches et des personnes qui nous entourent et de négliger notre propre santé, car nous le savons toutes, nous avons des sujets très, très différents à gérer les unes et les autres, et notre charge mentale est de plus en plus lourde. Gestion de la pression, hygiène de vie, gestes qui sauvent, nous allons parler de tout ça aujourd'hui avec vous, qui êtes venus partager votre expérience et votre expertise. Alors, Anne-Sophie Vive, vous avez créé les Burnettes, une association de femmes victimes de burn-out. Le burn-out, vous connaissez bien, puisque vous l'avez vous-même traversé. Vous allez témoigner de ce que vous avez vécu et comment vous vous en êtes sortis. Pourquoi les femmes sont les premières victimes du burn-out, quels sont les signes qui doivent être écoutés, les bons réflexes à avoir pour ne pas plonger. Votre parcours personnel est, je pense qu'on peut le dire, édifiant. Et le succès de votre association en dit long sur la pression que nous avons toutes sur nos épaules. Caroline Jardry, vous êtes la sportive de ce groupe. On se souvient de vous portant tout sourire la flamme olympique. C'était il n'y a pas si longtemps que ça à Bordeaux. Vous êtes à la tête d'une entreprise de communication depuis 18 ans, donc vous intervenez aussi en tant que dirigeante, chef d'entreprise. Et le sport que vous pratiquez à haute dose est un vecteur de bien-être et de performance économique, allez-vous nous dire. C'est avec cette conviction très forte que vous présidez également le CREPS à Bordeaux et que vous êtes aussi présidente de la commission entreprise et sport du MEDEF Gironde. Rien que ça. Magali Blanchet, vous êtes directrice régionale d'Harmonie Mutuelle, on connaît tout, on en a tout entendu parler. Avec vous, Magali, nous verrons comment le premier groupe de mutuelles français pour lequel vous travaillez s'est saisi de la question des femmes et a mis en place un certain nombre de dispositifs à l'intérieur de l'entreprise, des dispositifs innovants pour lesquels on espère qu'ils vont faire de nombreux petits. Et puis enfin, Nathalie Delphin, vous êtes chirurgien dentiste, installée, alors pas à Bordeaux, m'avez-vous dit ? À Lussac, présidente du syndicat des femmes chirurgiens dentistes et présidente du collectif Femmes de Santé. Vous êtes également très investie auprès des femmes victimes de violences conjugales qui doivent notamment faire face à des séquelles bucco-dentaires. Bref, vous êtes une femme engagée pour les femmes. Votre collectif a commandé une étude éclairante sur la façon dont les femmes s'occupent d'elles, ou ne s'en occupent pas d'ailleurs, et traitent leur santé. Vous pensez que la santé des femmes est un enjeu de santé public qui mérite d'être traité à part. Et c'est avec vous que nous allons commencer cette table ronde. Mais d'abord, je vous propose de vous livrer un petit exercice d'introspection collective et de vous demander de réfléchir à la dernière fois où vous avez pris un temps pour vous et pour faire le point sur votre santé. Je vous laisse y réfléchir pas très très longtemps parce que j'imagine que c'est un exercice qui n'est pas très très fréquent pour les femmes, Nathalie. Oui, tout à fait, c'est exactement ça. Je pense que vous, déjà, en vous posant la question, vous avez même dû essayer de comprendre la question. Prendre du temps pour soi, prendre du temps pour sa santé, c'est quelque chose d'assez compliqué. Alors, comme vous l'avez dit, je fais partie du collectif Femmes de Santé. Femmes de Santé, c'est un collectif qui réunit aujourd'hui près de 2500 personnes, majoritairement des femmes. Il existe depuis 5 ans et ce collectif, il est là pour mettre en avant toutes les personnes qui s'occupent de la santé des femmes, qu'elles soient professionnelles de santé ou autres. Et nous avons eu envie aussi de créer ce baromètre de la santé de la femme, parce que vous toutes ici et tous, je n'ai pas vu s'il y avait des hommes, excusez-moi, eh bien en fait, quand on parle de notre propre santé, on sait dans notre propre ressenti qu'on ne s'en occupe pas, que c'est invisible. Et donc, il était important pour nous de poser des éléments factuels avec une étude sur la santé des femmes. Et donc, on a posé des questions. On a fait ce baromètre en 2 fois, en 2023 et en 2024. Et une des premières questions a été « Est-ce que vous êtes en bonne santé ?»
Et donc, les femmes qui ont répondu, majoritairement, pratiquement à 80%, ont dit oui, je suis en bonne santé. Donc vous dites 80% des femmes sont en bonne santé, ben, c'est fabuleux. Vous imaginez, 80% des femmes en France sont en bonne santé. Et puis après, on pose la question différemment. Avez-vous un problème de santé? Et là, ben, près de 60% des femmes répondent oui, j'ai un problème de santé. Et donc, rien qu'avec ces réponses-là, on montre que la perception de notre propre santé est différente. C'est-à-dire, on ne va pas répondre de la même manière, on ne va pas le ressentir de la même manière. Et puis surtout, quand on va poser la question, est-ce que vous en parlez à quelqu'un de votre santé? Ben là, c'est édifiant, parce que majoritairement, non, on n'en parle pas. On ne veut pas gêner, on ne veut pas en parler à quelqu'un, on ne veut pas aller vers les autres, parce que la société nous a dit qu'on ne devait pas se plaindre. Et ça, c'est quelque chose que majoritairement nous ressentons toutes. On n'a pas le droit de se plaindre. Si on a un problème, on doit le gérer. D'ailleurs, on le gère pour les autres, puisque au niveau des aidants, je pense que ce sont des chiffres que vous connaissez tous, 75% des aidants sont des aidantes, et on va beaucoup plus s'occuper de la santé de nos proches que de la nôtre. Et ça, c'est aussi un défi de santé publique, parce que si les femmes sont en mauvaise santé, en tout cas pas en bonne santé, eh bien notre société va mal. Parce qu'on masque, on cache, et je suis sûre que vous allez nous éclairer aussi toutes là-dessus. Et c'est vrai que quand des femmes de santé, c'est-à-dire quand des femmes expliquent la situation, et qu'on pose la question aussi, pourquoi vous n'allez pas vous occuper de votre propre santé? Ben parce qu'il y a toujours autre chose. Et puis surtout, il va y avoir l'injonction de ce problème de santé. Avoir des professionnels de santé en face qui vont vraiment écouter, qui vont vraiment comprendre et qui vont vraiment se mettre en position de professionnels de santé pour la santé de leurs patientes. Et ça, on a remarqué que c'était aussi un frein énorme. Parce qu'on pourrait penser que c'est je n'ai pas accès à la santé, je n'ai pas de professionnels de santé accessibles. Et en fait, non, c'est vraiment la relation qu'il va y avoir avec un professionnel dans la croyance du problème. On ne veut pas, en tout cas les femmes majoritairement, ne veulent pas parler de leurs problèmes parce qu'elles pensent qu'elles ne vont pas être crues. Et ça c'est quelque chose d'assez important. Alors, vous êtes membre du collectif Femmes de Santé. J'aimerais savoir pourquoi, d'abord à titre individuel, et ce qui explique votre adhésion dans ce collectif. Quel est votre parcours personnel au sein de, on va dire, de la profession de chirurgien-dentiste qui fait que vous avez décidé de vous impliquer en fait pour cette cause? Alors bon, vous l'avez compris. Celle des femmes. Oui. Alors bon, je suis chirurgien-dentiste. C'est une profession qui est aujourd'hui, là, maintenant, à 50-50 féminine et masculine, mais pendant très longtemps, c'était très difficile de s'impliquer et de montrer qui on était en tant que professionnel. Je suis quelqu'un qui s'est toujours engagé. Quand j'étais étudiante, je me suis engagée pour les étudiants, pour le statut hospitalier. Je me suis toujours engagée pour ma profession. Et à un moment, on pense aussi à sa propre santé. Et quand le collectif est arrivé, j'ai vu l'opportunité de mettre en avant ce que des femmes mettaient en œuvre pour la santé de la population et surtout des femmes. Parce que lorsqu'on parle de santé de la femme, on est devant des murs, en fait. On est devant... Quand moi, j'ai expliqué qu'il y avait une différence dans ma spécialité, qui est le bucco-dentaire, qu'il pouvait y avoir une différence des ressentis, des symptômes, quand on était un homme ou une femme, j'avais un mur devant moi. On me disait, non, c'est pas vrai. Vous avez toutes... vous savez, nos cycles, là. Oui. Eh bien, il y a des problèmes qui arrivent à certains moments de nos cycles. Il y a des problèmes qui arrivent à certains moments de nos vies, quand on est enceinte. Et ça, il faut le savoir, il faut le comprendre, et il ne faut pas balayer ça. Beaucoup de mes confrères balayaient ça en disant « Non, mais c'est bon, on ne va pas écouter ça ». Et donc moi, je me suis dit qu'il fallait absolument s'investir. Et mon point aussi très important, c'est sur les violences. Alors sur les violences faites aux femmes, et c'est pour ça aussi que je me suis engagée. D'ailleurs, j'ai eu l'immense honneur d'être nommée femme de santé en 2022 sur mon combat sur la prise en charge des séquelles bucco-dentaires pour les femmes victimes de violences. Mais il a fallu que je le prouve, il a fallu que je dise pourquoi c'était important. Parce que, vous le savez tous sur les violences, là on commence enfin à en parler, mais moi je vois une femme victime de violence tous les jours dans mon cabinet.
Mais elle ne vient pas parce qu'elle a un problème par rapport aux violences. Elle vient parce qu'elle a besoin d'un soin. Mais si on n'écoute pas les patients et si on ne s'implique pas, ben on n'avancera pas. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'il y a des problématiques spécifiques aux femmes et que les femmes ont aussi leurs spécificités, notamment liées alors à notre physiologie, à nos cycles de vie qui sont très marqués et qui conditionnent énormément notre évolution professionnelle. Et ça, évidemment, on va en reparler. Vous n'avez pas souhaité évoquer votre propre déconvenue personnelle qui a fait qu'à un moment donné, vous avez décidé de vous installer seul à votre compte, mais vous voulez peut-être nous en dire 2 mots ? Pourquoi j'ai changé de lieu de cabinet? Comme vous voulez. Non, mais disons que les agressions, c'est un moment, c'est compliqué. Vous parliez de l'accouchement et de la maternité. Oui, oui. Oh, si vous voulez, je peux vous en parler. Vous avez encore 5 minutes? 2 minutes. 2 minutes. Quand on commence à travailler, quand on s'installe et qu'on est en libéral, on commence à travailler en tant que collaborateur. C'est-à-dire qu'on travaille pour un titulaire. Je suis tombée enceinte, chose merveilleuse. Et lorsque j'ai annoncé à ma titulaire que j'étais enceinte, elle m'a dit « Bon, bah d'accord, bon, bah, tu prends tes affaires et tu t'en vas ». Elle m'a demandé de partir parce que j'étais enceinte. Donc je me suis retrouvée du jour au lendemain sans travail, sans moyen de trouver autre chose, et j'ai abandonné mes patients. Pour moi, ça a été une injustice énorme. Vous imaginez dans quel état on peut être à ce moment-là. Et donc, moi, je me suis dit, plus jamais, ça doit arriver. Et donc, j'ai accouché, j'ai attendu un peu de me remettre de tout ça. J'ai trouvé un autre cabinet qui a été beaucoup plus bienveillant. Et je me suis battue. Et aujourd'hui, plus aucune collaboratrice ne peut être virée du jour au lendemain. Et j'ai obtenu un statut protecteur de la collaboratrice libérale enceinte au sein des cabinets. Et pour moi, c'est une énorme victoire parce que on doit se protéger et la société doit nous protéger. Alors, vous œuvrez pour la reconnaissance de plein de sujets différents qui touchent à la santé des femmes et on reparlera avec vous notamment du burn-out, mais dans l'absolu, c'est avec Anne-Sophie que je souhaite évoquer ce sujet-là. Anne-Sophie, merci beaucoup d'être là. Vous avez un parcours qui est, comme je le disais en intro, assez édifiant. J'aimerais qu'on remonte quelques années en arrière. Vous étiez alors notaire dans une autre vie. Et puis, un jour de 2007, la foudre est passée par vous. 2017. 2017, pardon. Alors déjà, c'est assez émouvant pour moi d'être là parce que la première fois que j'ai parlé de mon burn-out en public, et même je pense devant des personnes que je connaissais, c'était ici pour le salon professionnel en 2019 au moment de la création de l'association. C'est pour ça que je suis très attachée à ce salon. Moi, en effet, c'est arrivé le 15 février 2017. Souvent, on a une date comme ça, couperée, pas pour tout le monde, mais en tout cas, moi, c'était le cas. C'était vraiment le on-off, en fait. Je suis passée de superwoman à super loser, à plus pouvoir bouger de mon canapé pendant des mois, à penser qu'à dormir, à pouvoir plus m'occuper de mes enfants. Et j'ai jamais vraiment pu réexercer mon métier de notaire. En même temps, c'était pas une perte, hein, c'était pas vraiment une vocation. Et donc en fait, voilà, un matin, je me suis pas réveillée d'ailleurs, il était 10h, j'avais loupé la réunion que je préparais depuis des mois. Et puis j'avais la tête qui était complètement dans un étau, j'ai voulu me lever, je suis tombée par terre, j'avais la pièce qui vacillait. Et au moment donné, j'ai voulu me réveiller en prenant une douche, en me disant alors qu'est-ce que je vais pouvoir trouver comme excuse pour pouvoir justifier que je suis en retard pour mon super rendez-vous. Et là, je me suis rendu compte que j'avais les cheveux déjà trempés. C'était la 3e fois que je me douchais, en fait. Alors, j'ai eu vraiment une altération de la mémoire immédiate, ce qui fait que c'était mon outil de travail, mon cerveau qui s'était arrêté. Et là, j'étais obligée de m'arrêter de travailler parce qu'en réalité, c'était pas un on-off. Ça faisait des mois que j'avais des signes. Ça faisait des mois que physiquement, j'étais en train de lâcher de tous les côtés. Sauf que je m'étais mise des œillères parce qu'il faut bien continuer, il faut bien s'occuper de ses enfants, il faut bien ramener de l'argent à la maison, il faut bien. Et je me suis complètement oubliée dans ce moment-là pour pouvoir continuer. En fait.
Alors, il y a des warnings, il y a des signes qui alertent. Vous le disiez, ça faisait des mois. Est-ce que vous pouvez nous parler de tous ces petits signes qu'on a tendance un petit peu à négliger, voire à ne pas entendre? Oui, alors les signes que j'ai vécus, c'est ce qu'il faut avoir, vous, en warning, quand vous êtes sur des périodes peut-être un peu trop intenses. La première chose, c'est les difficultés de sommeil, en fait. C'est vraiment la première chose qu'on voit, une altération du sommeil avec une difficulté d'endormissement ou alors des réveils ponctuels pendant la nuit. Et souvent, avec plein de ruminations, bien souvent quand c'est un burn-out professionnel autour du travail, on résout plein de choses pendant la nuit qu'on est incapable de réaliser le lendemain matin parce qu'on est crevé. Et donc en fait, c'est ça, il va y avoir une sorte de rumination et le matin, on se réveille, on est fatigué. Quand on prend des congés, au bout d'une semaine, on est fatigué. Donc en fait, on commence à avoir une fatigue chronique comme ça qui s'installe. Et donc là, déjà, c'est le premier warning. Puis après, on va aussi avoir une sorte de labilité émotionnelle. Alors soit c'est des personnes qui vont se couper complètement émotionnellement. On voit beaucoup d'hommes d'ailleurs comme ça. Ou alors il va y avoir une labilité émotionnelle, c'est-à-dire je vais pleurer, je vais m'énerver, je vais rire. Enfin, on va plus du tout maîtriser tout ça. On peut avoir également des comportements de type addictif. Alors ça peut être soit je me mets à fumer, à boire, mais ça peut être aussi je prends des vitamines pour tenir la journée, 10 cafetières de café, des somnifères. En fait, on est en train de compenser. Contrairement à une personne qui fait une dépression, en fait, on lutte. On lutte et on veut continuer, même si le corps tient plus, on essaye par tous les moyens de continuer. Et là commencent à arriver des troubles cognitifs, donc on commence à faire des erreurs, on commence à avoir des problèmes d'attention. C'est assez accidentogène aussi, hein. On peut ne pas voir le piéton et puis avoir un accident. Enfin, on commence à avoir des troubles cognitifs et souvent on se rend compte que sur des burn-out sévères, c'est souvent les troubles qui sont les plus longs à se remettre en place. Parfois, c'est des séquelles à vie également. Et donc voilà, des problèmes de mémorisation, d'attention, de priorisation. On ne sait plus en fait qu'est-ce qui est important de qu'est-ce qui est plus important. Tout ça, c'est des choses qu'on peut voir avec une hyperfatigabilité, avec des problèmes cognitifs et des choses qui, vraiment dans le travail, mais comme à la maison aussi, peuvent nous provoquer du stress et de l'anxiété. Par rapport à ça, c'est vrai que nous, on a un point de vue dans l'association, c'est qu'on ne définit pas le burn-out uniquement à travers la sphère professionnelle, parce que notamment dans l'expérience qu'on a et quand on a questionné nos bénéficiaires, on se rend compte que les femmes, à 60%, considèrent que c'est autant lié à la sphère professionnelle que personnelle. Et notamment, on voit que la période de la maternité, c'est un moment extrêmement compliqué, mais aussi d'autres périodes dans les cycles des femmes en préménopause aussi, on peut voir qu'il peut y avoir aussi une prévalence de personnes en burn-out. Donc c'est important de voir toutes les sphères parce qu'on parle de la charge mentale, mais il faut savoir que cette charge mentale, au bout d'un moment, elle va avoir un impact sur votre santé physique et mentale. Et c'est là où il faut intervenir sur toutes les sphères de vie, en fait. Les femmes sont les plus exposées au burn-out. Oui, comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Alors quand j'ai monté la communauté des burn-out, moi c'était juste un pressentiment. Je me disais waouh, c'est quand même super dur de cumuler maternité, carrière professionnelle sans exploser en vol, quoi. Et puis femme, amie, sociale. Enfin, on a tout un tas d'injonctions en fait en tant que femme, et je trouvais ça super difficile. Mais j'avais pas pris conscience en fait des chiffres qui parlent de 2 à 3 fois plus de femmes en burn-out. Alors la facilité, ça serait de dire oui, ben, on est plus facile, on est plus fragile, on s'écoute et tout ça. Non, c'est surtout des causes sociologiques qui font que les femmes, entre inégalité professionnelle, inégalité intrafamiliale, il va y avoir un cumul de charges en fait. Il y a aussi ce phénomène de devoir prouver plus pour arriver au même niveau de reconnaissance professionnelle. Au point de vue personnel, on sait que 73% des tâches ménagères sont encore assurées par les femmes, donc il y a un cumul de tâches. Également, quand on réalise les tâches, les femmes, ça va être plus pendant la semaine, et donc il va y avoir une plus grande porosité avec l'activité professionnelle également. Et puis, dans des sociétés de plus en plus individualistes, où on a moins de ressources familiales, de ressources de la communauté du village, en fait, on a des familles de plus en plus explosées également, et les femmes, à 85%, ce sont elles qui sont mamans solo,
Et c'est des femmes particulièrement exposées parce que tout repose sur elles d'un point de vue économique, d'un point de vue enfant, travail. On a un énorme poids et donc nous, on a une prévalence de femmes qui sont soit mamans solo, soit aidantes, comme tu disais, 75% des aidants sont des aidantes. Donc c'est aussi des phénomènes à prendre en compte en plus de la sphère professionnelle. Et le dernier point, c'est bien sûr les violences sexistes et sexuelles également qu'on peut connaître dans le cadre du travail qui sont en fait, qui vous réduisent à votre genre en fait, au fait d'être une femme et donc le fait de devoir prouver plus et cette fatigue émotionnelle que ça peut générer. Sans compter que les femmes ont accédé au monde du travail dans un contexte très masculinisé. Les femmes sont de plus en plus cadres, mais pas avec les mêmes latitudes décisionnelles que les hommes, en fait. On se rend compte que pour pouvoir résoudre leurs difficultés, pour pouvoir agir, en fait, elles ont beaucoup plus de reporting à faire, beaucoup plus de difficultés à gérer leurs problèmes elles-mêmes. Et les femmes sont bien souvent dans des métiers donc, à prédominance féminine, parce qu'il y a des métiers très masculinisés, très féminisés. Et les métiers à prédominance féminine, c'est beaucoup des métiers de la coordination, du soin, du soutien. Et c'est des compétences très peu valorisables, très peu valorisées aussi financièrement. C'est pas comme des compétences techniques où ça va se voir en fait. Nous, ça va être quand ça se voit pas, c'est quand ça va se voir qu'il y a un problème en fait. Et donc, c'est des choses où on vous demande un peu d'aller dans le prolongement de ce qu'on attribue aux femmes en termes de compétences maternelles, domestiques. On va attendre de ça également dans la sphère professionnelle. Vous suivez aujourd'hui au Burnet, rappelez-moi, combien de femmes en burn-out ? Là, on a 2500 femmes sur la communauté virtuelle. On a à peu près, sur Bordeaux, il y a à peu près 600 adhésions par an. Et clairement, on a du mal à faire face à la demande. Donc, pour la première fois l'année dernière, on a dû arrêter les adhésions parce qu'on avait trop de monde qui viennent de partout en France. Donc, on commence à essaimer pour désengorger Bordeaux. Donc, ça montre bien qu'il y a un énorme problème, un énorme sujet de société et qui n'est pas du tout traité. Tant que le burn-out ne sera pas reconnu, on aura des problématiques de prise en charge, de diagnostic et de reconnaissance. On parlera tout à l'heure des actions que vous menez les unes les autres pour faire reconnaître notamment le burn-out comme une vraie maladie qui n'est pas qu'une maladie professionnelle. Alors il y a évidemment des solutions législatives pour faire avancer les choses et puis il y a des ressources qu'on peut cultiver en nous-mêmes avec peu de choses. Par exemple une paire de baskets, Caroline. Tout à fait. Tout à fait. Par quoi commencer ? Peut-être votre botte secrète pour ma botte résister secrète, au stress et voilà, aux multitâches. Bon, donc moi je suis une chef d'entreprise engagée sportivement. J'ai créé mon entreprise en 2006, donc j'avais pas 30 ans. À une époque où les femmes créaient pas trop leurs entreprises, finalement, ce phénomène était un peu moins répandu qu'aujourd'hui, phénomène des auto-entrepreneurs aussi. Donc c'est vrai que pendant les 10 premières années suite à la création de l'entreprise, j'ai vraiment vécu un tourbillon où j'ai été vraiment à 200% dans mon activité et je ne me suis pas du tout occupée de moi parce que j'ai été aussi jeune maman en même temps. Et en 2015, le sport est arrivé dans ma vie, il est rentré dans ma vie. Il est rentré dans ma vie à titre personnel, il est rentré dans la vie de mon entreprise aussi. Et il est rentré aussi dans mes engagements. Donc en fait, ça a été un alignement total. Et aujourd'hui, je peux dire qu'effectivement, je pense que si le sport n'était pas rentré dans ma vie de cette façon-là, je ne sais pas si je serais encore chef d'entreprise aujourd'hui, parce que c'est une vraie béquille pour moi. C'est vraiment quelque chose qui m'apporte un bien-être total, qui me permet et qui m'oblige à prendre soin de moi et à m'écouter enfin, parce que pendant 10 ans, je ne me suis pas écoutée. Et c'est vraiment quelque chose qui est devenu vraiment indispensable dans ma vie. Voilà. Alors racontez-nous une journée type de votre vie, chef d'entreprise, sportive. Comment ça se passe dès le matin ? Ça se passe dès le matin par, en général, je rejoins mes équipes. J'ai une vie de chef d'entreprise un peu multitâche puisqu'on est une petite structure, hein, donc il faut gérer tout un tas de choses, à la fois le management, je suis dans l'opérationnel. Je suis aussi sur la partie aussi développement, donc j'ai une charge mentale effectivement assez avec un périmètre assez vaste, beaucoup de responsabilités, donc ça démarre tôt effectivement. Parfois entre midi et 2, je vais courir, ça m'arrive quand je peux m'échapper.
si j'ai pas un déjeuner ou autre. Et puis après, il y a aussi tous ces engagements associatifs liés au domaine du sport, hein, puisque moi, il y a aussi toute cette partie-là qui se rajoute à mon travail avec tout un tas de casquettes, entre le CREPS de Bordeaux, le MEDEF Gironde, puisque je suis investie aussi au sein du MEDEF Gironde dans une commission qui vise à faire rentrer le sport dans les entreprises. Donc je milite aussi par ce biais-là pour que les chefs d'entreprise soient vraiment mobilisés dans ce sujet important qui est la pratique sportive des collaborateurs. Donc tout un tas d'engagements. Et puis la journée, elle se termine souvent, oui, par évidemment des réunions, des after-work, ou comme hier soir, je suis partie courir à la tombée de la nuit parce que j'ai pas pu le faire plus tôt, et en passant un coup de fil en même temps. Donc pour vous dire, voilà, c'est des journées qui se suivent et qui se ressemblent pas. Ouais, vous me disiez même quand je pars en déplacement, j'emmène une paire de baskets dans ma valise, dans mon sac. Toujours. On ne sait jamais. En fait, c'est vital. Moi, je suis passionnée de running et j'ai besoin d'avoir ma dose de kilomètres toutes les semaines, parce qu'en fait, si j'ai pas cette dose-là, je perds mon équilibre. En fait, c'est vraiment quelque chose qui m'oblige à avoir un moment vraiment égoïste pour moi. Ça, c'est très rare. C'est ce qu'on dit tout à l'heure, les femmes n'ont pas souvent ces moments-là où elles peuvent vraiment se retrouver, avoir un temps pour soi, mais c'est aussi entretenir tous ces piliers-là, parce que c'est pas seulement faire du sport, c'est aussi quand on fait du sport, finalement, on se rend compte qu'on dort mieux. On parlait du sommeil tout à l'heure, et alors là, je rejoins tout à fait le témoignage. C'est vraiment le sujet numéro 1, le sommeil. C'est quelque chose qu'il faut vraiment entretenir, et le sport permet de mieux dormir aussi, d'avoir des nuits plus apaisées, et permet aussi de mieux manger, parce que la nutrition va de pair avec ça. Et moi, je sais que c'est Et on parlait de la concentration, oui. De la résistance au stress et de la concentration, même quand on n'a pas très très envie et qu'on est fatigué, il faut se forcer. Oui, alors moi, ça, c'est pas un sujet. C'est-à-dire qu'il peut pleuvoir, il peut grêler, il peut faire nuit, il peut faire... Je prends mes baskets, je pars. Donc, c'est-à-dire que voilà, moi, je suis vraiment tout terrain. Ouais. Et donc, quand vous revenez, est-ce que vous constatez vraiment une disponibilité d'esprit, oui. Une énergie que vous n'auriez pas sans ça? Oui, complètement. Ça rend plus créatif. Alors, j'avoue que je suis aussi très accro à toutes ces petites hormones qu'on sécrète grâce au sport. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qui nous rend plus créatifs. Ça donne beaucoup de vitalité. Moi, j'aime beaucoup aussi cet effet-là. Il y a une addiction, certainement. Mais effectivement, il ne faut pas se dire « je suis fatiguée, j'y vais pas », parce que là, je parle de course, mais pour celles qui ne peuvent pas courir pour des problèmes de dos ou autres, moi, le message que je veux vous faire passer, c'est pas seulement faire du sport. Si vous ne pouvez pas faire de sport, c'est l'activité physique qui est importante, c'est le mouvement. En fait, il faut bouger. On ne bouge pas assez, et ça, c'est le grand fléau du siècle. La sédentarité tue plus que le tabac aujourd'hui, il faut l'avoir en tête. Et c'est quand même un vrai danger pour les femmes notamment. Alors, toutes ces recommandations pour ne pas plonger, pour ne pas céder au stress, pour ne pas se décourager, pour garder l'énergie au boulot, au bureau, mais aussi à la maison et éventuellement un petit peu sur nous. Pour nous, Magali, l'entreprise s'est saisie de ce sujet qui est la santé des femmes. Alors, vous travaillez pour la première mutuelle de France. C'est 7000 entreprises, c'est ça? Combien de... Non, 70 000. Donc Harmonie Mutuelle... 70 000 en France? Oui. Harmonie Mutuelle, c'est la première mutuelle santé de France, effectivement, qui accompagne 5 millions de personnes et dont 70 000 entreprises. Donc partout en France, et moins en Nouvelle-Aquitaine, mais voilà, c'est 7 000 en Nouvelle-Aquitaine. Tu as raison, Claudine. Tu avais le bon chiffre en Nouvelle-Aquitaine. Donc effectivement, c'est 7 000 en Nouvelle-Aquitaine. Et dans l'entreprise, une majorité de femmes qui travaillent. 80% de femmes dans l'entreprise. Alors, donc vous connaissez le sujet. Voilà, on connaît bien le sujet. On a aussi la chance d'avoir une directrice générale qui est une femme. Qui est arrivée en 2016, donc ça a fait beaucoup évoluer le sujet. Nous sommes devenus en 2021 entreprise à mission, et dans le cadre de notre raison d'être, nous avons décidé d'améliorer les facteurs sociaux, économiques et environnementaux pour améliorer la santé des individus autant que celle de la société, en s'appuyant sur la force des collectifs. Donc voilà, ça c'est une raison d'être très engageante qui nécessite de travailler vraiment sur la prévention.
Alors ça, c'est une belle punchline, Voilà. mais alors en réalité et de façon très concrète, Donc, qu'est-ce que vous menez comme action dans les entreprises? Donc en fait, vous occuper on de la santé des a, en déclinaison de cet engagement, nous avons lancé l'année dernière un programme Prenons soin de la santé des femmes, qui se traduit effectivement par des actions concrètes, à la fois à l'attention de nos entreprises clientes, de l'ensemble de nos adhérentes, mais aussi de nos collaboratrices en interne. Donc il y a 3 sujets. Donc auprès des entreprises clientes, quelque chose d'innovant, parce que je sais, Claudine, que tu avais bien aimé l'idée qu'on est en train de tester, et d'ailleurs qu'on a expérimenté avec La Ruche, que certaines d'entre vous connaissent peut-être. Un espace de coworking. Qui accompagne les femmes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Et du coup, on a lancé un service de sage-femme qui interviennent en entreprise pour de façon, alors sur la base du volontariat. Alors on l'a décliné, on l'a expérimenté aussi en interne, pour vous donner quelques chiffres. Donc, alors chez Harmonie Mutuelle, je vous l'ai dit, on a 80% de femmes. On a lancé ce programme dans un premier temps pour les femmes de plus de 45 ans, en lien avec la situation de préménopause qu'on a évoquée, qui est effectivement une situation très complexe à gérer, je peux en parler. Donc on a ciblé 1700 femmes, on avait 90 rendez-vous disponibles, ils ont été pris dans la journée. Donc voilà, la cible des 90 rendez-vous a été prise d'assaut. Et donc on a 2 rendez-vous prévention qui ont lieu à 3 mois d'intervalle. Alors c'est un rendez-vous avec une sage-femme qui se passe alors chez Harmonie Mutuelle, c'est en distanciel, parce qu'on est éparpillé partout en France, donc c'était compliqué d'avoir des sages-femmes partout. Donc le bénéficiaire, enfin la bénéficiaire choisit une thématique sur laquelle elle a besoin d'échanger avec la sage-femme. Il y a cet échange-là, ce n'est pas une consultation médicale, c'est vraiment du conseil. Et il y a bien sûr des plans d'action qui sont identifiés, et il y a un prochain rendez-vous 3 mois après pour voir ce que le plan d'action a donné et voir ce qu'il faut faire d'autre. Donc ça, c'est pour la partie entreprise. Alors, pour les sujets qui peuvent être évoqués avec les sages-femmes, il y a notamment la question de la ménopause, et je trouve ça assez intéressant, parce que c'était encore il y a peu un sujet tabou, je pense, dans la société en général et dans l'entreprise. Et d'ailleurs, on voit sur ce salon qu'il y a des associations qui accompagnent les femmes dans cette période délicate de la vie. Donc, elles sont parmi les cibles, j'imagine, des rendez-vous qui sont pris avec ces sages-femmes. Quels autres types d'actions vous menez pour justement répondre à ces phases particulières de la vie d'une femme? Oui, vraiment, le programme Prenons soin de la santé des femmes s'adresse aux femmes en tenant compte des moments de vie, mais ça a déjà été beaucoup évoqué. Il y a la maternité, il y a la ménopause, il y a aussi, et ça s'adresse aussi aux femmes en situation de vie. On a évoqué le sujet de la monoparentalité en lien aussi avec la santé mentale. C'est un vrai sujet. Donc on a une action spécifique autour de ce sujet de la monoparentalité pour l'interne. Peut-être avant de parler de ça, vous dire aussi que pour l'ensemble de nos adhérentes, on a mis en place des webinaires. Donc, il y a eu en 2024 11 webinaires qui ont été organisés, qui ont permis de fédérer 12 000 participantes. Donc voilà, vous voyez, c'est à peu près 1000 femmes pour chaque webinaire. Donc il y a un vrai sujet sur des sujets très, très vastes, mais voilà, comme la santé mentale féminine, comprendre et agir. Ça rejoint ce qu'a dit Anne-Sophie. Parfois, il faut aussi savoir s'écouter, et on a quand même du mal à savoir s'écouter. La ménopause, nouvelle phase de vie, l'activité physique, voilà, sujet essentiel. On a même des webinaires sur le « j'apprends à me défendre ». Voilà. J'apprends à me défendre, sur les gestes d'autodéfense. Donc ça fait partie aussi du bien-être global de la femme. C'est un peu dommage qu'on soit obligé d'aborder oui, puis c'est spécifique à la femme. J'imagine qu'on ne proposerait pas ça à un homme dans une entreprise. Tout à fait. Bizarre. Nathalie Delphin, pour répondre justement à la particularité de la santé d'une femme tout au long de sa vie, vous militez pour la création d'une agence de la santé des femmes. Vous pouvez un peu nous expliquer l'idée? Alors en fait, c'est pas vraiment une agence, mais ça serait une structure qui s'occuperait vraiment de tout ce qui est les composantes de la santé de la femme, qui réunirait évidemment des scientifiques, mais aussi de la formation, afin de vraiment se focaliser sur la santé de la femme. Vous le savez,
aussi bien que moi, il y a aussi des problématiques sur les médicaments qui ne sont pas testés par rapport aux femmes. Il y a aussi toutes ces problématiques. Donc nous, avec le collectif Femmes de Santé, on voudrait mettre en place cet institut de la santé de la femme afin de réunir toutes ces composantes et mettre en avant vraiment les spécificités de la santé de la femme et les solutions qui peuvent y être apportées, avec évidemment de la recherche, de l'accompagnement et des formations. On se retrouve vraiment avec cette difficulté de compréhension que notre physiologie n'est pas la même que les hommes, et depuis des décennies, tout est fait pour la santé de l'homme, mais de l'homme avec en fait un petit H. Et donc forcément, cette problématique, elle ne peut se faire que si on en prend conscience et s'il y a une volonté aussi politique derrière pour pouvoir avancer sur ce sujet. Et pour aider, évidemment, tous les sujets que l'on voit aujourd'hui, que ce soit la ménopause, l'endométriose, sont des mots qui sont dits maintenant, mais il faut aussi qu'il y ait des faits derrière et des actions. C'est très bien qu'on le mette en avant. Maintenant, il faut aussi agir pour aider les femmes. Mais il y a aussi le handicap au féminin, qui est aussi très invisibilisé, puisque le handicap, c'est pas forcément, je suis désolée de le dire, mais qu'en fauteuil roulant. C'est aussi des handicaps de la vie, mais aussi du handicap qui va arriver avec des maladies. Et c'est aussi permettre aux femmes de comprendre aussi leurs droits par rapport à des situations, parce que la précarité, il faut le savoir, peut arriver aussi suite à un problème de santé. Et ça, au niveau des sociétés, il faut aussi les confronter à cela. On a énormément de femmes qui tombent dans la précarité suite à un cancer, parce qu'elles ne sont pas accompagnées ou parce que leur pathologie n'a pas été comprise ou accompagnée. Et cet institut, il est là pour vraiment mettre tous ces composants, parce qu'on ne peut pas focaliser que sur une problématique. Oui, puis ça vient croiser d'autres champs d'investigation pour les femmes, qui sont l'indépendance financière, le fait d'arriver justement à se constituer un capital, un revenu, et ne serait-ce qu'un compte bancaire à son nom. Ah ben, le compte bancaire à son nom, ça a l'air. On est en 2025 et il faut quand même une loi. Pour celles qui reçoivent leur salaire sur un compte ou qui doivent donner un salaire, surtout vérifiez bien que vous le donnez sur un compte qui n'est pas joint. Faites ça, s'il vous plaît. Ne donnez pas l'argent de vos salariés sur un compte joint, s'il vous plaît. Ne serait-ce que ça. Il y a beaucoup de défis et beaucoup de terrain à gagner encore dans la société pour faire reconnaître les spécificités des femmes en matière de santé. Anne-Sophie, j'aimerais qu'on revienne aussi sur votre organisation, votre association, c'est-à-dire concrètement comment vous accueillez ces jeunes femmes ou femmes peut-être plus âgées qui sont victimes de burn-out, et quelle est la cause en fait à gagner aujourd'hui dans la reconnaissance de cette maladie ? Alors comment on accompagne ? En fait, c'est un dispositif qui est mixte à la fois des professionnels de tous horizons, que ce soit de la santé, on a des psychologues, mais aussi des assistantes sociales, des juristes, vraiment pour proposer une démarche très holistique. On a des coachs en insertion aussi, parce qu'on va aider vraiment tout au long du rétablissement jusqu'à la réinsertion socio-professionnelle. Donc en fait la première approche, ça va être un rendez-vous soit téléphonique, soit une permanence, parce qu'on a une maison des Barnettes, donc tout près de Bordeaux, à Talence, à la Médoquine, où vous pouvez venir tous les jeudis en libre accès également. Et donc ça va être des pères aidantes qui vont vous accueillir pour que vous vous sentiez comprise, que vous puissiez pouvoir échanger, que vous puissiez vous livrer pour une fois. Et également pour avoir tout un tas d'orientations, vérifier que vous avez bien une prise en charge médicale, psychologique, qui a un diagnostic qui a été posé, et sinon vous aider pour poser un diagnostic. Il va y avoir des rendez-vous avec des psychologues si besoin, et elles vont rentrer dans la communauté d'entraide pour avoir justement ce soutien et se rendre compte qu'on n'est pas toute seule. Souvent on le vit de façon très isolée, et en fait on se rend compte qu'il y a énormément de personnes qui vivent ça de façon isolée chez elles. Et vous m'avez parlé de la honte aussi, à souffrir en fait de ce mal et de ne pas oser aux yeux de la société l'évoquer, le reconnaître, le montrer. Oui, alors c'est vrai que c'est souvent vécu comme une honte en fait, parce que ça touche à notre personnalité, notre fragilité, enfin c'est en tout cas comme ça qu'on le conçoit, notre capacité à travailler, à faire face. Aujourd'hui on est dans des sociétés qui valorisent le faire, l'activité, la suractivité, et donc c'est souvent mal perçu. Et parfois on préfère parler de nos problématiques physiques
plutôt que de nos problématiques de santé mentale. C'est souvent, en tout cas, on le vit comme une honte, alors qu'il ne faudrait pas le vivre comme une honte, il faudrait pouvoir en parler librement, comme toute autre pathologie. Et sur l'accompagnement, donc après, ça va être des ateliers adaptés à chaque stade de reconstruction, parce que souvent, quand on fait un burn-out, la première chose que la personne veut faire, c'est y retourner, en fait. C'est je peux pas laisser mes collègues, je culpabilise énormément, je vais avoir des dossiers qui vont s'accumuler, ou alors il faut absolument que je fasse un bilan de compétences très vite et je vais me retrouver un travail et tout ça. Donc déjà, on aide à poser, parce qu'en fait, il y a tout un travail à faire avant ça, de récupération, d'introspection, parce qu'il y a une quête identitaire aussi de comment on repose un équilibre de vie, qui je suis, qu'est-ce que je veux faire ensuite. Et puis après, il va y avoir toute la projection professionnelle et la remise en action, parce que quand on a fait un burn-out, notamment pro, on va développer des sortes de phobies, d'anxiété, voire du trauma liés à certains éléments du travail. Donc nous, on a beaucoup de personnes, par exemple, qui ne peuvent plus ouvrir un ordinateur ou répondre au téléphone, et elles vont être en réactivation dès qu'elles vont retourner dans la sphère professionnelle. Donc il va falloir vraiment retravailler ça très progressivement, voire en dehors du travail par du bénévolat ou dans l'association, parce que nous, ça sera cadré, on va pouvoir faire des tâches et évaluer ces tâches. Mais ça peut être du bénévolat, ça peut être des immersions dans des entreprises, avant de reprendre très progressivement dans le travail pour éviter la rechute. On parlait tout à l'heure de la charge mentale, c'est-à-dire comment on peut trouver un équilibre pour justement arriver à concilier toutes ces vies, toutes ces obligations, celles que l'on se donne et celles qu'on nous confie. Et Nathalie disait, je crois que c'est Nathalie qui disait tout à l'heure que c'était une maladie qui n'appartenait pas qu'à l'aspect professionnel. Quelles sont les actions que vous menez aujourd'hui concrètement pour faire reconnaître cette maladie aux yeux de la communauté médicale et politique ? Oui, en fait, nous, le premier levier, la grosse difficulté, c'est qu'on est arrivé dans quelque chose qui n'existait pas, en tout cas légalement, en termes de reconnaissance. Il n'y a pas de consensus scientifique encore sur la définition du burn-out. Ça a été intégré à l'OMS qu'en 2019. Et donc, en fait, quand on allait voir la CPM ou l'ARS, à chaque fois, on nous disait ce n'est pas un sujet en tant que tel, c'est une dépression. Donc, nous, ça a déjà été un premier combat de pouvoir faire le distinguo entre burn-out, dépression, troubles anxieux généralisés. Et donc, il y a la question de l'objectivation du burn-out. Il y avait aussi la question de la sphère. Est-ce que quand je vais évoquer le fait que mes enfants ne dorment pas la nuit et que je suis crevée, et ça, plus le travail, ça m'épuise, est-ce que ça justifie de disqualifier un diagnostic parce que ça n'est pas uniquement dans la sphère professionnelle ? Nous, ce qu'on veut, c'est la reconnaissance du burn-out comme un diagnostic à part entière. Aujourd'hui, c'est considéré juste comme un facteur lié au travail, un stress chronique lié au travail professionnel. Nous, on veut la reconnaissance du travail non reconnu socialement, non rémunéré, le travail domestique, le travail d'aidant, toute source de stress chronique qui va avoir de toute façon les mêmes effets. On le voit sur les travaux sur le burn-out parental, où on a les mêmes symptômes physiologiques qu'un burn-out professionnel, par exemple. On veut d'abord la reconnaissance d'un diagnostic, un épuisement par stress chronique, et ensuite le jeu de l'imputabilité se fera, mais que dans un deuxième temps, si c'est professionnel, c'est là qu'il faudra prouver la causalité entre la pathologie et la sphère professionnelle. Alors, vous êtes toutes des femmes épatantes qui arrivez à concilier tout ça de manière facile. Donnez-nous chacune un petit tips, quelque chose qui vous porte et qui vous aide à traverser tout ça. Alors, je vais commencer par Caroline. En matière de santé, qu'est-ce qui vous... En matière de santé, mentale aussi, oui, parce que c'est important, les deux sont liés. Peut-être, moi, le conseil que je vous donnerai, c'est de ne pas trop vous mettre la pression. Moi, je suis convaincue que les femmes qui font des burn-out, on n'a pas cité ce mot, mais ce sont des femmes qui ont un sens de l'engagement juste hors norme. Et ça, il faut quand même le dire, le rappeler, que ce soit à titre professionnel ou personnel. Donc moi, je dirais, ne vous mettez pas trop la pression, ne cherchez pas à trop être parfaite, à vouloir toujours satisfaire ceux qui vous entourent. Moi, je sais que j'avais évoqué la notion du non. Essayez d'apprendre à dire non aussi. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup libérée. On m'avait conseillé de le faire. Et ça, c'est vraiment un super conseil. Vous testez dès demain, commencez à dire non et vous verrez que c'est quelque chose d'extrêmement libérateur. Dire non à un client qui vous impose des délais qui sont intenables. Moi, quand j'étais jeune, quand j'ai créé mon entreprise,
je préférais travailler le week-end plutôt que de dire non. J'avais tellement la peur de décevoir, j'avais tout approuvé. Et en vieillissant, évidemment, on apprend. Et c'est vrai que le non, moi, c'est quelque chose qui me libère énormément. C'est pas être dans l'opposition, mais c'est d'arriver à s'aménager du confort. C'est uniquement ça, en fait. On n'en a pas parlé tout à l'heure, mais je trouvais l'anecdote sympa, donc je voudrais juste que vous nous la relatiez à nouveau. Mais vous avez mis en place dans votre entreprise un certain nombre de choses pour favoriser, on va dire, l'accès au sport auprès de vos employés. Oui. Vous pouvez en 2 mots nous dire ? Oui, en 2 mots rapides. Oui, alors depuis 2015, moi, dans mon entreprise, on démarre la semaine en basket et en tenue de sport, en fait. C'est notre rituel. Donc ça peut surprendre parfois les personnes de passage, mais on démarre cette semaine, voilà, la semaine de cette façon-là. On va faire du sport avec un coach sportif. En l'occurrence, c'est une joueuse des Lyon, hein, donc en plus ça permet d'aider aussi les sportifs de haut niveau dont la situation est parfois un peu précaire. Et donc on va rejoindre voilà, sur un stade une sportive qui nous fait faire du sport. Et j'ai lancé ça à l'époque où on parlait même pas de qualité de vie au travail. La QVT n'existait pas en 2015 et on me disait mais qu'est-ce que tu fabriques ? C'est sur des heures de travail, des heures rémunérées. Mais en fait on se rend compte que c'est vraiment génial parce que déjà ça crée de la cohésion, ça permet de transmettre aussi ces valeurs du sport à ses collaborateurs. Moi j'ai des collaboratrices qui ne faisaient pas de sport et qui grâce à ça se sont mis à s'inscrire dans des clubs. Donc on se dit qu'en fait en tant que dirigeant on est quand même des super-héros, on a quand même un super pouvoir parce qu'on peut quand même jouer sur la santé de nos collaborateurs. Non mais il faut quand même le dire et se saisir de ce pouvoir-là. Et c'est vraiment génial. Et on fait des courses caritatives où je les embarque dans plein de trucs. Et vous posez en fait des objets essentiels à la vie de bureau à des endroits indus pour que tout le monde puisse faire sa dose de sport quotidiennement. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, je vois ce que je veux dire. La fontaine. Oui, alors nous, la fontaine dans mon entreprise, elle est à l'étage. C'est-à-dire que si on veut boire, il faut monter un escalier. Bon, c'est des petites choses comme ça, toutes bêtes. Mais l'idée, c'est que je parlais tout à l'heure d'activité physique. C'est par là que ça commence. Une femme qui n'a pas l'habitude de faire du sport ou de l'activité physique, mais ça commence par monter un escalier, des choses comme ça. Et bouger. Ça peut déclencher des envies de dire mais tiens c'est vrai ça me fait du bien et il faut que je bouge davantage. N'oublions pas qu'on reste assis 12 heures par jour, c'est la moyenne et ça il faut vraiment qu'on bouge plus. Magali Blanchet, c'est une bonne idée ça pour Harmonie Mutuelle, mettre toutes les fontaines à eau au dernier étage. Alors chez Harmonie Mutuelle on bouge beaucoup hein, et on est très engagé dans le sport. D'ailleurs on a déjà eu l'occasion avec Caroline de prendre la parole sur ce sujet et on incite énormément les entreprises à inciter leurs collaborateurs à bouger. D'ailleurs, on a un programme qui s'appelle La santé gagne l'entreprise, mais bon, c'est pas, je n'ai pas le temps d'en parler. Donc voilà, donc tu veux que je réponde aux tips ? Ouais, exactement, votre petit truc à ouais, vous. Alors mon petit truc. Alors moi, c'est comme Caroline, vraiment mon essentiel pour agir sur mon bien-être physique et mental, c'est la course à pied que j'ai découvert, ça fait un petit moment déjà, en 2004. À l'époque, j'avais 3 enfants en bas âge, je travaillais, j'avais un travail assez prenant, j'avais aussi toute la charge mentale à porter voilà, d'une maman active. Et je me suis dit à un moment donné qu'il fallait que je fasse quelque chose pour moi, pour prendre soin de ma santé. Et je me suis mise à courir avec une copine qui était dans la même situation que moi. Et on a commencé un quart d'heure, une demi-heure, on appelait ça les blabla run. Et puis voilà, et puis petit à petit, je me suis prise au jeu. Et voilà, j'ai même fait des marathons. Maintenant, je suis un peu plus âgée, donc je fais des semi-marathons, mais c'est déjà pas mal. Et j'ai besoin aussi de ma dose de course à pied. Et c'est vraiment mon indispensable à la fois sur le physique et le mental. J'ai plein d'idées qui viennent quand je cours. Je pars courir, je suis un peu agacée, je reviens, je suis hyper zen. Donc voilà, c'est vraiment ce qui me permet d'avoir un équilibre dans une vie très très chargée. Alors j'ai plus les enfants à la maison, mais j'ai un travail très prenant. Et j'ai bien conscience qu'il faut avoir ce temps-là pour soi, et ça c'est le même message aussi que Caroline. Prenez soin de vous, pensez à vous. Moi je l'ai compris, j'ai eu la chance d'être coachée à un moment donné dans mon parcours professionnel, et on a travaillé avec la coach sur les biais. Les biais, vous savez, ceux qu'on développe avant 6 ans. Et là, en fait, elle m'a mis... alors, je l'avais un peu deviné, mais en fait, elle a mis face à moi les 2 biais que j'avais développés avant 6 ans. C'était sois parfaite et fais plaisir. Et en fait, ça a été vraiment un révélateur. Et je me suis dit, bon,
ok, alors je pense qu'on ne change pas ces biais, hein, ils sont là pour toujours, mais quand on en a conscience, voilà, ben on se dit peut-être qu'à un moment donné, il faut aussi que je me fasse plaisir, voilà, et que j'accepte peut-être aussi d'être un peu moins parfaite. Nathalie Delphin, vous avez déjà chaussé les baskets. Oui, mais... C'est quoi votre troisième pilier à vous? Alors malgré les baskets, je ne suis pas dans la team sport. Moi, c'est juste pour faire joli. Alors moi, j'entends beaucoup l'histoire des biais parce que moi, un de mes biais, justement avant 6 ans, c'était tais-toi. Tais-toi, il fallait pas parler. Et moi, mon tips, c'est justement de parler. Et je fais un métier très, très solitaire, très solitaire, et donc moi, ce qui me permet de tenir, c'est de pouvoir parler. Donc on a un groupe de copines, et on discute, et de tout et de rien, et sans jugement. C'est-à-dire que dès qu'il y en a une qui a un problème, mais on est déjà 10 à répondre à son problème, à lui dire « mais tu es formidable, mais tu vas y arriver, et puis regarde, moi j'ai fait comme ça ». Et donc parler, discuter, moi c'est ce qui me fait tenir, et je pense que ça aussi c'est essentiel, parce que la solitude, c'est très meurtrier, très meurtrier. Voilà, c'est mon petit tips, et désolé, pas de team sport. Merci. Les copines, c'est un peu votre credo à vous aussi, c'est une communauté finalement de 2500 copines, les Burnettes. Oui, c'est vrai, ça pourrait être dit comme ça. En tout cas, ouais, je me suis rendu compte que le collectif, c'est quelque chose encore aujourd'hui qui m'anime tous les jours et qui me donne envie de me lever, quoi, de se retrouver toutes, peu importe notre catégorie socio-professionnelle, peu importe d'où on vient, peu importe, on est toutes dans une sororité qui nous porte et qui nous fait du bien. Sur la question de l'équilibre, bon, moi je suis team sport aussi. Mais sport de glisse. Mais en fait, il faut aussi, comme tu disais, je pense, moi je fais l'apologie de la non-perfection. Il faut se foutre un peu la paix aussi. On nous demande de performer dans tous les domaines. Je pense qu'on peut aussi faire les choses à moitié, c'est pas très grave. Et il faut arrêter avec ce délire de perfection. On ne peut pas être performante partout. Donc voilà, ça serait un peu se lâcher la grappe. L'équilibre, en fait, c'est votre équilibre, et l'équilibre, il se travaille au jour le jour, en fait. Si vous voulez un petit exercice, vous pouvez prendre 5 cubes qui représentent 1 heure par jour. Quel temps vous consacrez à la vie pro? Quel temps vous consacrez aux enfants? Quel temps vous consacrez à vos besoins physiologiques, dormir, manger? Et quel temps vous passez pour vous? Essayez de voir un peu si c'est complètement déséquilibré et qu'est-ce que vous voudriez que ça devienne un peu. Donc vous pouvez faire cet exercice-là, et je pense que c'est indispensable aussi, surtout de se connaître. Moi, je me rends compte que quand on a des personnes qui ont fait un burn-out, souvent elles disent ben ouais, mais je sais pas comment prendre soin de moi en fait, je sais même pas comment me reposer. Mais parce qu'en fait, on se connaît pas, on est tellement dans un fonctionnement comme ça, on a eu tellement d'injonctions qu'on s'est jamais posé la question de qui je suis. Donc pour pouvoir dire non, pour pouvoir poser ses limites, il faut faire ce travail de savoir qui on est avec l'aide extérieure, que ce soit un psychologue, que ce soit un coach, de comprendre ses drivers, ça c'est super important. Et à partir du moment où vous pourrez comprendre qui vous êtes et quels sont vos besoins, vous pourrez les imposer et vous pourrez être en paix aussi avec vous. Comprenez qui vous êtes et comprenez vos besoins. Je pense que c'est une merveilleuse formule pour clore ce débat. Je suis vraiment désolée parce qu'on n'aura pas le temps aujourd'hui de laisser de la place aux questions, mais je crois que c'était vraiment essentiel de vous entendre toutes les quatre. Un grand merci et puis bon vent.